La dynastie qui défie la mort, transcrit par TurboScribe. Passez à l'illimité pour supprimer ce message. Il y a une contradiction brutale dans le road racing. La famille la plus titrée de l'histoire du Tourist Trophy est aussi celle qui a le plus payé pour y participer. Plus de 60 victoires, plus de 100 podiums, 4 générations et 3 funérailles directement liées à la même obsession, piloter des motos à plus de 300 km/h entre les arbres, les poteaux et les murs de pierre. Des images en bord du Tet passant par Braille Hill, car ce n'est pas le MotoGP. En MotoGP, si vous tombez, vous glissez normalement sur le gravier. Sur l'île de Man, si vous vous trompez de 20 cm, vous heurtez une maison. Et pourtant, les Dunlap ont continué à revenir. Joy, Robert, William, Michael, une famille qui a transformé la peur en identité. Et le plus troublant, c'est ceci. Le dernier Dunlap vivant non seulement a continué à concourir après avoir perdu son père, son oncle et son frère, mais il a battu tous les records de la famille. Michael Dunlap célébrant aux têtes 2025. En 2025, Michael a atteint 33 victoires aux têtes, plus que n'importe quel pilote dans l'histoire. Et il l'a fait en pilotant des motos souvent préparées dans un atelier familial, loin du budget absurde du MotoGP ou du World de CVK. Cela signifie que l'une des dynasties les plus légendaires du motocyclisme moderne fonctionne encore presque comme une équipe artisanale, comme si Ferrari gagnait Le Mans en construisant la voiture dans un garage. Avant de commencer, commentez un mot « courage » ou « folie » parce qu'après cette histoire, votre réponse changera probablement. Joy Dunlap est né en 1952 à Ballymoney, un petit village du nord de l'Irlande, et a grandi durant l'une des périodes les plus agitées de l'histoire récente de l'île. Les années 60 et 70 en Irlande du Nord étaient les années de troubles. Le conflit armé entre unionistes et républicains qui, pendant 3 décennies, a transformé la région en une zone de tension permanente. Checkpoints militaires, attentats, communautés divisées par des murs et des frontières invisibles mais absolument réelles. Dans ce contexte, le motocyclisme avait une signification qui allait bien au-delà du sport. Les courses sur route, le Nord-Ouest 200, l'Ulster Grand Prix et surtout le Tourist Trophy sur l'île de Man étaient parmi les rares espaces où l'identité politique était temporairement suspendue. Un pilote irlandais pouvait être admiré des deux côtés de la division sectaire. Et Joy est devenu ce pilote. Non pas parce qu'il le cherchait politiquement, mais précisément parce qu'il n'en a jamais fait un discours. Il courait, c'est tout. Et il gagnait. Dès ses premières saisons au TT à la fin des années 70, Joy possédait une qualité que ses rivaux décrivaient avec un mélange d'admiration et de perplexité. Il lisait les défauts de manière différente de tous les autres. En MotoGP, les circuits sont des surfaces contrôlées, homologuées, révisées avant chaque course, chaque boss connu, chaque zone de moindre adhérence marquée. Sur l'île de Man, le circuit est le Naefel Mountain Course et il compte 60 km de route publique qui, la veille de la course, voit encore passer voitures et camions. L'asphalte change de texture des dizaines de fois par tour. Il y a des plaques d'égout métalliques qui, avec la pluie, se transforment en miroirs. Il y a des zones où l'asphalte d'origine du village n'a pas été rénové depuis des décennies, à côté de sections modernes. Il y a de la peinture routière qui, à basse température, offre moins d'adhérence que l'asphalte propre. Joy traitait tout cela de manière intuitive. Coéquipiers et rivaux racontaient qu'ils pouvaient détecter l'humidité sur certains types d'asphalte avant même que la moto ne donne le moindre signe d'alarme, avant même que ce ne soit visible pour un œil entraîné. Cette capacité n'était pas surnaturelle. C'était le résultat de milliers d'heures d'expérience spécifiquement sur les routes publiques depuis l'adolescence, dans une région où les routes du nord de l'Irlande étaient le seul circuit disponible pour quelqu'un qui n'avait pas l'argent pour voyager jusqu'à un autodrome. Joy a appris à lire les surfaces imprévisibles parce qu'il n'a jamais couru sur des surfaces prévisibles.
Le palmarès qu'il a bâti avec cette compétence fut progressif mais implacable. En 1977, il a remporté sa première course au TT. Dans les années 80, alors que la guerre aérodynamique entre Honda, Yamaha et Suzuki en Formule 1 du TT produisait certaines des machines les plus extrêmes ayant jamais roulé sur route publique. Joy était capable de s'adapter à n'importe quelle configuration de moto. Il a couru en 125 cm3, 250 cm3, 500 cm3 et en Superbike la même semaine. Non pas parce que les organisateurs l'exigeaient, mais parce qu'ils le pouvaient. Et dans chaque catégorie, il était compétitif. La relation de Joy avec Honda mérite un chapitre à part entière dans cette histoire. Durant les années 80 et une partie des années 90, il fut le pilote qu'Honda choisit pour représenter ses motos en road racing lorsque les programmes officiels de la marque en Grand Prix regardaient ailleurs. Cela signifiait un accès à du matériel de première catégorie, mais aussi une pression implicite de résultats que Joy a géré à sa manière en étant complètement indépendant dans ses décisions techniques. Il n'aimait pas les chefs d'équipe qui lui disaient comment piloter. Il voulait la moto, l'essence et qu'on le laisse tranquille. Cette attitude a généré des tensions, mais elle a aussi généré des victoires. Et Honda comprenait parfaitement cette équation. En l'an 2000, à 48 ans, il a remporté 3 courses la même semaine du TT. Cette donnée nécessite un contexte pour être entièrement comprise. Une semaine du TT, ce n'est pas 3 courses de 45 minutes. Ce sont 3 événements de distances différentes, avec des catégories de motos distinctes, avec des configurations techniques qui changent entre chaque course, se déroulant sur un circuit de 60 km ou une erreur de 20 cm dans n'importe lequel des 264 virages peut être mortelle. Les réaliser à 48 ans contre des pilotes qui avaient la moitié de son âge et le double de son budget est l'une des réalisations les plus anormales de l'histoire du sport automobile, toutes disciplines confondues. Il y avait quelque chose de plus chez Joy qui n'apparaissait jamais dans les interviews sportives parce qu'il ne le mentionnait jamais. Durant les années des conflits volcaniques en Bosnie et en Roumanie, il a organisé, de manière totalement personnelle et sans aucun soutien institutionnel, des voyages humanitaires dans sa fourgonnette. Il chargeait des médicaments, de la nourriture et des vêtements pour les apporter aux orphelins dans les zones de guerre. Il voyageait seul, dormait dans sa fourgonnette pour économiser de l'argent et le faisait sans en informer personne du monde du motocyclisme. Des années après sa mort, des coéquipiers et des mécaniciens qui le connaissaient bien racontaient qu'il n'en avait jamais parlé dans le paddock. Il le faisait, c'est tout. Cette dimension de Joy est inséparable de sa figure de pilote, car elle explique pourquoi son impact fut si grand en dehors du monde du motocyclisme. Il n'était pas seulement le plus rapide, c'était quelqu'un qui utilisait la célébrité que lui conférait le fait d'être le plus rapide pour faire quelque chose de complètement étranger à son intérêt personnel. Dans un sport où l'ego est presque une exigence technique. Joy Dunlap était l'exception qui faisait que tous les autres semblaient normaux. Le 2 juillet 2000, à Tallinn, en Estonie, Joy participait à une petite course sur route qui, pour lui, était un événement mineur du calendrier. Le genre de course qu'il faisait pratiquement chaque week-end en dehors de la saison principale. Il a vu. L'asphalte était mouillé. Avec des 125 cm3, les petites motos exigent de maintenir une vitesse constante pour être compétitives car elles n'ont pas la puissance pour récupérer le temps perdu. Joy n'a pas ralenti et dans un virage avec l'asphalte glissant, il a perdu le contrôle et a heurté un arbre. Plus de 50 000 personnes ont assisté aux funérailles à Vaalimoney. Pour situer cela, la population totale de Vaalimoney est de moins de 10 000 habitants. Des gens de toute l'Irlande, du Royaume-Uni et de nombreux pays européens ont voyagé pour être là. Les rues étaient complètement bondées. En Irlande du Nord, un endroit où l'histoire avait rendu presque impossible pour des communautés opposées de partager des espaces publics en paix, la mort de Joy Dunlap les a unis sans que personne ne l'organise. L'impact immédiat de la mort de Joy ne s'est pas mesuré seulement en gros titres.
Il s'est mesuré à ce qui s'est passé au sein de la famille Dunlap. Robert, le frère cadet, avait passé des années à concourir dans l'ombre d'un nom de famille qui avait un poids spécifique dans le road racing. Ce n'était pas l'ombre d'un pilote plus célèbre, c'était l'ombre du pilote le plus célèbre de l'histoire du TT jusqu'à ce moment-là, et l'un des plus aimés d'Irlande. Cette position a une charge psychologique que très peu de sportifs peuvent bien gérer. Quand votre frère aîné est la référence absolue de votre discipline et que votre nom de famille est exactement le même. Chacune de vos victoires est comparée aux délicates de vos défaites, analysée à la lumière de ce qu'il aurait fait. Robert l'a géré à sa manière, étant un pilote complètement différent de Joy en style et étant extraordinairement honnête sur ses propres limitations et peurs, d'une manière que Joy ne fut jamais. Joy parlait rarement de la peur. Robert le faisait avec une naturelle qui surprenait dans le contexte du road racing, où la culture prédominante est de minimiser le risque verbalement, même si tous savent qu'il existe. Robert disait qu'il ressentait de la terreur avant les courses, une terreur réelle, et qu'il courait de toute façon parce que c'était la seule chose qu'il savait faire avec la même profondeur que Joy. Mais avant que la mort de Joy ne fasse de Robert le porteur de l'héritage familial. Robert avait déjà été le protagoniste de l'un des accidents les plus graves de l'histoire du TT, et son histoire de récupération est techniquement l'une des plus extraordinaires du road racing. En 1994, durant la course de 125 cm3 sur l'île de Man. La roue arrière de sa Honda RC45 s'est détachée à vitesse de course. Pour comprendre ce que cela signifie physiquement, une moto à plus de 200 km/h sur une route publique avec des murs de pierre sur les côtés perd soudainement 50% de son contact avec le sol. Aucune correction n'est possible. Aucune réponse humaine ne fonctionne dans ce laps de temps. La moto cesse simplement d'être contrôlable. Robert a subi des fractures au bras droit, à la jambe et de multiples côtes. Les blessures au bras étaient si graves que les médecins ont sérieusement envisagé la possibilité d'une amputation pour contrôler les dommages. Finalement, ce ne fut pas nécessaire, mais les séquelles furent permanentes. Le bras droit est resté avec une mobilité réduite de manière définitive, avec une faiblesse qui, dans n'importe quel autre sport d'élite, aurait mis fin à une carrière. En road racing, où le bras droit contrôle l'accélérateur et le frein avant dans la configuration standard, cette perte de mobilité aurait été incompatible avec la compétition au plus haut niveau. La solution que Robert a trouvée était si inhabituelle qu'il a fallu du temps pour qu'elle soit comprise même par les pilotes expérimentés du paddock. Il a modifié les commandes de la moto pour déplacer le frein avant vers le côté gauche. Sur une moto conventionnelle, le frein avant est actionné avec la main droite sur le guidon. Robert l'a reconfiguré pour l'actionner avec la gauche, libérant la main droite pour gérer uniquement l'accélérateur, une tâche que son bras blessé pouvait réaliser avec moins d'exigence de force et de précision. Cette modification a des implications techniques profondes. Le freinage en road racing est l'un des éléments les plus critiques et les plus individuels de la technique de chaque pilote. La manière dont chaque pilote distribue la force entre le frein avant, l'arrière et le moteur pendant la décélération est quelque chose qui se construit pendant des années de pratique jusqu'à ce que cela devienne une mémoire musculaire automatique. Changer le côté, à partir duquel on actionne le frein avant, implique de reconstruire complètement cette mémoire musculaire, de réentraîner des circuits neuronaux déjà fixes et de le faire dans une discipline où une erreur de freinage n'a pas de conséquences mineures. Robert n'a pas seulement réussi. En 1996, 2 ans après l'accident qui faillit lui coûter le bras, il est revenu au TT et a gagné. Avec la nouvelle configuration des commandes, avec une mobilité réduite de façon permanente, concourant sur des circuits où la marge d'erreur est de quelques centimètres. Ce retour est probablement l'un des actes d'adaptation technique les plus extraordinaires de l'histoire des motos de compétition. Et cela s'est produit sans aucun département d'ingénierie derrière, sans analyse biomécanique sophistiquée, sans budget de recherche. Ce fut Robert, dans son atelier,
avec ses mécaniciens, résolvant un problème que personne n'avait eu auparavant. William et Michael ont grandi en voyant tout cela. Le road racing pour les fils de Robert ne fut pas une décision qu'ils prirent adultes. Ce fut le contexte naturel de leur enfance. Les conversations à la maison portaient sur les configurations de motos, sur les points de freinage spécifiques au TT, sur la manière de gérer l'adhérence dans les zones humides de route qu'ils connaissaient par leur nom. Ils ont appris la mécanique avant d'apprendre à conduire une voiture. Et ils ont appris que les corps brisés se réparent et reviennent à la course, parce que c'était ce qu'ils voyaient à la maison. Comprendre Robert Dunlap en tant que pilote nécessite de séparer deux choses qui, dans son cas, étaient complètement mélangées, la technique et la psychologie. Parce que Robert était techniquement brillant et psychologiquement honnête d'une manière qui était presque inconfortable dans le contexte du road racing. Le road racing en Irlande du Nord dans les années 80 et 90 avait une culture très spécifique concernant la peur. On n'en parlait pas. Les pilotes minimisaient systématiquement le risque publiquement, non pas parce qu'ils ne le percevaient pas, mais parce que le verbaliser brisait quelque chose dans la confiance collective qui rendait possible de courir chaque week-end. Si vous commenciez à énumérer tous les éléments du TT ou du Northwest 200 qui pouvaient vous tuer, la liste était suffisamment longue pour qu'aucune personne rationnelle ne décide de le faire. Robert brisait cette norme culturelle avec une fréquence qui dérangeait. Il disait ouvertement qu'avant les courses importantes, il ressentait une peur qu'il décrivait comme physique, qui affectait son sommeil et son appétit. Qu'il y avait des moments sur les circuits, des virages spécifiques avec des histoires concrètes derrière, où son esprit lui rappelait exactement ce qui s'était passé là auparavant. Et qu'il courait de toute façon parce que l'alternative, ne pas courir, lui produisait quelque chose qu'il ne savait pas gérer. Cette honnêteté a fait de Robert une figure différente de Joy au sein du monde du road racing. Joy était admiré avec quelque chose qui ressemblait à de la vénération religieuse. Une figure qui semblait être au-dessus des limitations humaines normales. Robert était aimé d'une manière plus proche, plus personnelle, parce qu'il se reconnaissait dans la même lutte que de nombreux fans menaient dans leur propre vie avec leurs propres peurs beaucoup moins extrêmes. Techniquement, la carrière de Robert après sa récupération est une étude intéressante en adaptation. La perte de mobilité du bras droit n'a pas seulement changé ses commandes, elle a changé son style de pilotage complet, avec moins de force disponible dans la main qui contrôlait l'accélérateur. Robert a développé une technique d'ouverture des gaz plus progressive et plus précise que celle de nombreux pilotes avec une pleine mobilité. Paradoxalement, cette limitation l'a rendu plus doux avec les pneus dans certaines conditions, surtout sur le mouillé, où l'ouverture progressive des gaz est un avantage sur les pilotes ayant tendance à être plus brusques. Il a concouru dans de multiples catégories pendant des années, avec des résultats qui restaient compétitifs au plus haut niveau du road racing et du TT, remportant des courses avec un corps qui, en termes médicaux objectifs, n'aurait pas dû pouvoir le faire. Et pendant qu'il concourait, ses fils William et Michael développaient leur propre carrière avec la particularité d'avoir leur père comme entraîneur, mécanicien, référence technique et figure d'autorité simultanément. Cette dynamique familiale avait une tension inhérente que les Dunlap eux-mêmes reconnaissaient. Apprendre de son père dans un sport qui a failli le tuer et qui a tué son frère n'est pas une situation d'entraînement normale. Chaque conseil technique est chargé d'histoire. Chaque référence à un virage a un contexte qui va au-delà de la technique de pilotage. En 2008, Robert se préparait pour le Northwest 200, l'autre grande course sur route du calendrier. Pendant les entraînements précédents, une défaillance mécanique de la moto a provoqué une chute.
Robert est mort dans l'accident, il avait 51 ans. Michael, qui participait également au même événement, a appris la mort de son père dans le paddock. Et le lendemain, il est sorti pour se qualifier. Ce détail, plus que n'importe quelle statistique ou chiffre de victoire, définit quelque chose de fondamental sur le monde dans lequel les Dunlap ont grandi et sur la manière dont ils traitaient le deuil et la continuité. Ce n'était pas de la froideur. C'était que pour Michael, continuer à concourir était la seule façon de faire quelque chose avec ce qu'il ressentait. C'était le langage que la famille avait toujours utilisé pour tout. William Dunlap était l'aîné des fils de Robert et, parmi tous les membres de la famille, c'était celui qui semblait avoir le plus trouvé un équilibre entre la vitesse et le reste de la vie. Ce n'était pas que William était moins sérieux en tant que pilote, c'était qu'il avait une capacité à contextualiser la compétition dans une vie plus large que Joey n'avait pas et que Michael n'a pas non plus. Il parlait de sa famille avec la même naturelle qu'il parlait des configurations de moto. Il ne séparait pas les deux mondes de manière artificielle, comme le font de nombreux sportifs d'élite, pour pouvoir fonctionner dans chacun d'eux. Sa carrière en road racing irlandais fut brillante par ses propres mérites, pas à cause du nom de famille. Plus de 100 victoires dans le championnat national irlandais sont un chiffre qui, dans n'importe quel contexte, témoigne d'une consistance et d'un niveau technique réel. Le circuit national irlandais de road racing n'est pas une série de second niveau où gagner est relativement simple. C'est un championnat avec une densité de talents spécifiques très élevée, formé par des pilotes qui ont passé toute leur vie à courir sur les routes publiques du nord de l'Irlande et connaissent ces surfaces avec un niveau de détail qui ne peut être acquis sur circuit. William excellait particulièrement en supersport, les motos de 600 cm3 basées sur la production qui, en road racing, ont une dynamique de pilotage très différente des superbikes d'1 litre. Une supersport n'a pas la puissance brute qui permet aux pilotes de compenser les erreurs de trajectoire avec l'accélérateur. Chaque virage exige que la moto atteigne la vitesse maximale possible jusqu'au point de corde, car une fois que l'on ouvre les gaz, le moteur n'a pas la poussée suffisante pour récupérer le temps perdu par une trajectoire imprécise. Cela exige une lecture extraordinairement précise de l'adhérence disponible et une très grande confiance dans les pneus avant, car une grande partie de la vitesse en supersport est générée en maintenant la vitesse d'entrée en courbe. À cet égard, William avait quelque chose du talent de son oncle Joey pour lire les surfaces. La capacité à percevoir l'adhérence réelle disponible dans chaque zone du circuit, qui au TT change littéralement d'un virage à l'autre, était l'une de ses forces techniques les plus constantes. En 2018, il a pris une décision qui, dans le contexte de la culture du road racing irlandais, a été commentée avec une surprise sincère. Il a décidé de ne pas participer au TT cette année-là parce que sa femme traversait une grossesse compliquée et qu'il voulait être présent. Le TT est l'événement le plus important du calendrier pour tout pilote de road racing. Le manquer n'est pas une décision mineure. C'est renoncer à des semaines de travail de préparation, à la moto, à l'équipe, au moment de l'année où le road racing a le plus d'audience et le plus d'impact. Qu'un pilote au sommet de sa carrière prenne une telle décision fut interprété par beaucoup comme un signe que William avait une relation différente avec la compétition que la plupart de ses pairs. Une semaine après la naissance de son fils, William est revenu à la compétition. La Skerries Sen est exactement le type de course qui forme la colonne vertébrale du calendrier du road racing irlandais. Une course locale, avec un circuit connu, une date établie et un niveau compétitif sérieux mais non extrême comparé au TT ou au Northwest 200. Le type d'événement où un pilote de son niveau peut courir en toute confiance et sans la pression maximale du calendrier principal. L'huile qui s'est répandue sur le circuit avant sa chute est l'un de ces facteurs du road racing qui n'a pas d'équivalent dans le motocyclisme de circuit moderne.
Sur piste, tout déversement d'huile provoque la sortie immédiate du safety car ou le drapeau rouge et un processus de nettoyage avant de continuer. Dans une course sur route, la logistique de ce type d'intervention est beaucoup plus complexe. L'huile sur les pneus de moto à température de course a une propriété physique très spécifique. Elle ne se voit pas tant qu'on n'est pas dessus. À haute vitesse, la surface mouillée d'huile est presque impossible à distinguer de l'asphalte sec. Le pilote n'a aucune information préalable que l'adhérence a disparu. La moto cesse simplement de répondre à l'instant du contact. William est mort dans cet accident. Il avait 32 ans. Il laissait une femme et un fils nouveau-nés. Le schéma qui se répétait dans la famille Dunlap, la mort sur route, suivait exactement la même logique qui avait tué Joy et qui avait détruit le corps de Robert. Ce n'était pas de la malchance au sens statistique ordinaire. C'était la conséquence directe et prévisible de décennies de compétition dans une discipline où la marge d'erreur est extrêmement petite et où les facteurs externes au contrôle du pilote, la pluie, l'huile, une défaillance mécanique, une section d'asphalte différente, font partie constitutive du risque. Et Michael, pour la deuxième fois en 10 ans, s'est retrouvé sans un membre de sa famille directe qui faisait également partie de son monde professionnel. Michael Dunlap est le plus difficile des Dunlap à analyser avec distance car il est le plus complexe en tant que personne et le plus extrême en tant que pilote. Et les deux choses sont profondément connectées. Le road racing a une longue tradition de pilotes aux personnalités intenses. Le niveau de concentration et de tolérance au risque que requiert ce sport tend à produire des personnes qui fonctionnent avec une intensité qui, dans des contextes normaux, peut être difficile à gérer. Michael se situe à l'extrémité de ce spectre. Il est connu dans le paddock pour être exigeant jusqu'à l'exaspération avec le matériel, pour changer d'équipe avec une fréquence qui déconcerterait n'importe quel directeur sportif conventionnel et pour avoir une clarté absolue sur ses priorités qui ne laisse pas beaucoup de place à la diplomatie quand les choses ne fonctionnent pas comme il estime qu'elles devraient fonctionner. Ce caractère a généré de réelles frictions avec les équipes officielles et les fabricants. Il n'est pas rare que des pilotes de road racing concourent avec des structures plus modestes que les équipes du World SBK ou du MotoGP. Mais Michael a poussé cette indépendance à un extrême qui est frappant même dans ce contexte. Il a préféré concourir avec sa propre structure. MD Racing au lieu d'accepter des accords avec des équipes officielles qui impliquaient des compromis sur la configuration de la moto ou sur des décisions de course qu'il ne contrôlait pas complètement. Au TT, l'objectif est différent. Le circuit présente des bosses, des changements de profil, des variations de surface et des sections où l'asphalte ondule d'une manière qui, sur un circuit moderne, aurait été corrigée il y a des décennies. Une moto avec une suspension excessivement rigide dans ces conditions transmet chaque imperfection directement au pilote. Ce qui génère de la fatigue, réduit la capacité à sentir ce que fait le pneu et produit une instabilité accumulée tout au long des 6 tours d'une course de superbike. Michael configure ses motos avec une plus grande tolérance de mouvement que ce qui serait optimal sur un circuit conventionnel. Il permet à la moto de travailler plus activement sur les imperfections de l'asphalte au lieu d'essayer de les supprimer. Cette configuration exige un niveau d'adaptation du pilote plus élevé car la moto bouge davantage sous vous et vous devez traiter cette information constamment. Mais quand cela fonctionne bien, cela produit une moto qui arrive à la fin des 6 tours avec des pneus en meilleur état et avec un pilote moins fatigué que s'il avait lutté contre la rigidité du châssis pendant 45 minutes. En 2024, Michael a dépassé les 26 victoires de son oncle Joy au TT, devenant le pilote avec le plus de victoires dans l'histoire de la course. C'était un moment que le monde du road racing attendait depuis des années avec un mélange d'anticipation et de quelque chose de plus difficile à nommer car dépasser Joy Dunlap n'est pas seulement une réussite statistique, c'est toucher le cœur d'une histoire familiale qui a coûté des vies. En 2025, il a atteint 33 victoires. Et l'une des histoires de cette semaine illustre parfaitement ce qui différencie Michael des autres.
Pendant l'une des courses de Superbike, la visière de son casque a commencé à se détacher. À des vitesses supérieures à 300 km/h, le vent exerce une force sur toute surface exposée qui est difficile à évaluer sans l'avoir expérimenté. Une visière qui n'est pas complètement scellée commence à vibrer, à s'ouvrir partiellement et à créer une turbulence directement devant les yeux du pilote qui réduit la visibilité et génère une distraction physique constante. Ce n'est pas du courage au sens héroïque du mot. C'est quelque chose de plus spécifique et de plus sombre. C'est quelqu'un dont l'identité est si complètement construite autour de la vitesse et de l'héritage familial que les mécanismes normaux d'autoprotection fonctionnent différemment. Michael a perdu son père, son frère et son oncle dans le même sport où il concourt. Tout psychologue du sport qui analyserait cela avec objectivité arriverait à des conclusions inconfortables sur ce qui pousse une personne à continuer dans ces conditions. Et en même temps, ce qu'il fait sur la moto est véritablement extraordinaire. Les deux choses sont vraies en même temps. Les Dunlap n'ont pas seulement construit une dynastie, ils ont construit une philosophie, une où la peur ne disparaît pas, on apprend seulement à accélérer avec elle. Joy a transformé le TT en art. Robert a démontré qu'un corps brisé peut encore gagner. William a rappelé que derrière le casque, il y avait un père. Et Michael a transformé toute cette douleur en le record le plus impossible du motocyclisme. C'est pourquoi, quand vous voyez une course du Tourist Trophy, vous ne voyez plus simplement des motos rapides. Vous voyez des humains négocier avec la mort, virage après virage. Et très peu de noms de famille représentent cela mieux que Dunlap. Maintenant, je veux connaître votre vraie opinion. Le Tourist Trophy est la forme la plus pure du motocyclisme. Ou est-ce un risque qui ne devrait plus exister dans le monde moderne ? Transcrit par TurboScribe. Passez à l'illimité pour supprimer ce message.